Ma mère avait le don de me faire disparaître à chaque Noël sans jamais prononcer les mots à voix haute. M'appelle Chloé Lefebvre. J'y ai 34 ans. Et au moment où j'y ai acheté un manoir dans un petit village tranquille des Auvergnes, j'y avais déjà passé la majeure partie de ma vie à apprendre ce que l'on ressentait lorsqu'on était traité comme la dernière des priorités dans sa propre famille. Pendant des années, le 25 décembre a signifié la même chose pour moi. Une chaise manquante à table. Un cadeau acheté à la hâte, s'il y en avait un. Une excuse polie sur le fait que tout le monde pensait que j'y étais occupé, que je dormais ou que je travaillais, comme si je m'étais égaré hors du portrait de famille. Le Noël dernier a été l'année où j'y ai enfin arrêté de faire semblant que c'était accidentel. J'y ai conduit 5 heures depuis Paris sous une pluie glaciale avec un coffre rempli de cadeaux hors de prix, seulement pour trouver la maison familiale illuminée de chaleur, de musique et de rire qui n'avait clairement plus de place pour moi. Quand la porte s'est ouverte, j'y ai été accueilli par une surprise qui ressemblait beaucoup plus à de l'irritation. Je suis resté là, dans le froid, tenant des sacs dans les 2 mains, pendant que la personne qui aurait dû vouloir ma présence agissait comme si je m'étais pointé sans invitation à la fête de quelqu'un d'autre. C'est ce soir-là que quelque chose s'est éteint en moi. Alors cette année, je me suis acheté quelque chose dont personne dans cette famille ne pourrait s'attribuer le mérite. Un manoir, de vieux murs de pierre, des grilles en fer forgé, et assez de silence pour enfin entendre mes propres pensées. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire. Je pensais que la distance, la paperasse et les portails verrouillés suffiraient. J'y avais tort. Parce qu'au moment où ils ont découvert que j'y avais quelque chose de beau, quelque chose de précieux, quelque chose qu'ils pouvaient utiliser, ils se sont soudainement tous souvenus de moi. Et quand ils sont arrivés à ma grille, ils ne sont pas venus avec des excuses. Ils sont venus avec un serrurier, une histoire inventée de toutes pièces, et un plan qui m'aurait ruiné si j'y avais encore été la femme qu'ils croyaient que j'y étais. Avant que je vous raconte comment ils m'ont trouvé et pourquoi ils pensaient pouvoir prendre ce qui m'appartenait, dites-moi dès où vous écoutez ce soir et quelle heure il est chez vous. Parce que ce conte de Noël est allé bien plus loin que ce que ma famille aurait pu imaginer. Et, est-ce que la météo chez vous est parfaitement en phase avec votre humeur du moment? Je n'ai pas acheté ce manoir parce que je voulais me sentir riche. Je l'ai acheté parce que j'y étais fatigué d'être joignable. Après le Noël de l'année dernière, j'y ai tout changé d'une manière que personne dans ma famille ne remarquerait avant qu'il ne soit trop tard. J'y ai changé de numéro de téléphone. J'y ai verrouillé tous les anciens comptes qu'ils pourraient utiliser pour me retrouver. J'y ai fait transférer mon courrier vers une boîte postale privée à 2 communes de là. J'y ai arrêté de publier des photos, arrêté de commenter, arrêté de laisser la moindre petite empreinte numérique qui pourrait les mener jusqu'à moi. Au travail, à la défense, j'y ai gardé mes routines propres et ennuyeuses. J'y allais au bureau, je faisais mon travail, je rentrais chez moi et je passais mes nuits à construire la seule chose que je n'avais jamais eue dans cette famille. Un plan qui n'appartenait que à moi. Le manoir m'a trouvé à la fin du printemps, enfoui dans une annonce immobilière discrète du Cantal que la plupart des gens auraient ignoré parce que l'endroit avait l'air trop austère, trop vieux, trop isolé. La bâtisse trônait sur une colline à l'extérieur de Saint-Genès, enveloppée de pierre et de silence, avec des grilles en fer forgé à l'entrée et suffisamment de terre autour pour donner l'impression que le reste du monde était très loin. Les locaux l'appelaient le manoir de Val-Noir, et il était assorti de multiples couches de protection juridique car il était classé par les bâtiments de France. La plupart des acheteurs y auraient vu des contraintes administratives. Moi, j'y ai vu une armure. Je l'ai acheté par le biais d'une structure en SCI, Société Civile Immobilière, qui rendait la paperasse plus difficile à retracer qu'un acte de propriété classique. C'était important pour moi. Je voulais de la vie privée, mais plus que tout, je voulais mettre de la distance entre mon nom et tout ce que ma famille pourrait essayer de toucher. En décembre, la maison était enfin mienne pour y vivre, même si le titre de propriété reposait dans un montage juridique trop ennuyeux pour que la plupart des gens s'y intéressent et trop solide pour que des menteurs négligents puissent le contourner. 3 jours avant Noël, je suis arrivé avec une voiture pleine de courses, de livres, de bougies et de suffisamment de bon Saint-Émilion pour tenir une semaine. Je me souviens m'être tenu dans le hall des entrées lors de cette première nuit, écoutant le calme s'installer sur la maison comme si elle m'avait attendu. Personne pourrait m'interrompre, personne pour me demander ce que j'y avais apporté pour Lucas. Personne pour me dire d'être patiente, d'être indulgente, d'être la plus mature, comme si le fait d'être négligée avait toujours été un test moral que j'y étais censé réussir. Pour la première fois de ma vie, le silence ne ressemblait pas à une punition. C'était un choix. J'y ai traversé chaque pièce lentement,
faisant glisser mes doigts sur le vieux bois et la pierre froide, et je me suis permis d'imaginer un Noël qui n'appartiendrait que à moi. J'y ai allumé la cheminée de la bibliothèque. J'y ai ouvert une bouteille de vin rouge. Je me suis assise dans un fauteuil en cuir et j'y ai regardé les flammes jusqu'à ce que je réalise quelque chose de presque embarrassant. Je me sentais en sécurité. Ce sentiment était si inhabituel qu'il m'a fait rire aux éclats dans une pièce vide. J'y aurais dû savoir qu'une paix aussi absolue ne resterait jamais incontestée. Parce que pendant que je construisais une vie dans laquelle personne de ma famille n'avait gagné le droit d'y entrer, quelqu'un d'autre m'observait de loin, attendant le moment où mon intimité se transformerait en quelque chose qu'il pourrait exploiter. Je ne savais pas alors que ma mère avait déjà commencé à poser des questions, déjà commencé à dire aux gens que je m'isolais, déjà semé à l'idée que j'y étais devenue instable, cachotière, difficile. En d'autres termes, exactement le genre de femme que les gens cessent de croire quand elle dit qu'elle est en danger. Ça a toujours été sa ruse préférée. Elle n'a jamais eu besoin de me frapper ou de me crier dessus en public. Il lui suffisait de raconter l'histoire en premier. Et dans l'après-midi du 23 décembre, elle était prête à en raconter une autre devant mon portail. J'y ai entendu les moteurs avant de voir les voitures. Cette route ne menait presque nulle part, et personne n'y montait par hasard, surtout pas si tard dans l'après-midi avec la neige qui recommençait à tomber. J'y étais dans la cuisine en train de me servir un verre et quand le bruit a roulé dans l'allée, grave et luxueux. Le genre de son qui annonce des gens qui pensent que le monde devrait s'écarter pour eux. J'y ai gardé les lumières éteintes et je me suis approché de la fenêtre du salon. 2 gros SUV sombres sont apparus, suivis d'une camionnette de serrurerie. Mon premier sentiment n'a pas été la peur. C'était l'insulte. Il n'avait pas appelé. Il ne s'était pas excusé. Il n'était pas venu pour me dire que je leur manquais. Ils avaient apporté des outils. La première portière s'est ouverte et ma mère en est descendue dans un manteau en laine crème, avec l'air de s'être habillée pour une séance photo de Noël plutôt que pour une violation de domicile. Derrière elle venait mon père, Laurent Lefebvre, affichant déjà l'expression fatiguée qu'il utilisait chaque fois qu'il voulait que des inconnus le prennent pour l'homme raisonnable. Lucas est sorti du deuxième SUV, parlant dans son téléphone, et a immédiatement commencé à décharger des présentoirs en kit et des caisses de rangement comme s'il arrivait pour un travail. Cela m'en a dit plus long que n'importe quel discours. Ils n'étaient pas là pour me rendre visite. Ils étaient là pour s'installer. Je suis descendu jusqu'au portail et je me suis arrêté de mon côté des barreaux. Ma mère m'a souri de cette manière peinée et délicate qu'elle utilisait quand elle voulait faire croire à un public qu'elle souffrait noblement. « Chloé » a-t-elle dit comme si tout cela était très simple. « Ouvre le portail, ma chérie. » Il gèle. J'y ai posé la seule question qui comptait. « Comment m'avez-vous trouvé ?» Laurent a soupiré avant qu'elle ne puisse répondre. Et cela seul m'a indiqué qu'il voulait savourer ce moment. Lucas a trouvé une photo de parquet géolocalisée en ligne, a-t-il dit. Ensuite, il a recoupé la maçonnerie avec les archives publiques du patrimoine. Tu devrais vraiment faire plus attention. Il y avait quelque chose de si calme dans la façon dont il a dit ça, comme si le fait de violer ma vie privée prouvait que j'y avais échoué à un test d'intelligence. Ma mère s'est approchée des barreaux. Nous étions inquiets pour toi, a-t-elle dit. Passer Noël toute seule dans un endroit aussi grand, ce n'est pas sain. Nous avons pensé que la famille devait être réunie. J'y ai failli rire. La famille n'avait jamais eu besoin d'être réunie quand c'était moi qu'on laissait dehors. Puis Lucas s'est avancé avec un document plié dans une main et un sourire narquois qui transpirait déjà l'avidité. Bonne nouvelle, a-t-il dit. On a réglé le problème des espaces. Il a pressé la paperasse contre la grille pour que je puisse la lire. C'est été rédigé comme une convention des usufruits et des hébergements familiales, avec un jargon juridique sur l'accès à l'aile des invités, l'occupation pour les fêtes de fin d'année, les droits des organisations des événements et des garanties des occupations à long terme. En bas se trouvait une imitation de ma signature, suffisamment ressemblante pour faire mal. Mon estomac s'est noué, non pas parce que je croyais que cela tiendrait devant un tribunal, mais parce que j'y ai immédiatement compris quelle était leur stratégie. Entrer des abords, faire un scandale ensuite, m'entraîner dans un bourbier juridique interminable pendant qu'ils transformeraient ma maison en décor pour le prochain désastre que Lucas essayait de vendre sur Internet. Je les regarder dans les yeux. C'est un faux. Ma mère a tamponné le coin de son œil sec et s'est tournée légèrement vers le serrurier, s'assurant qu'il puisse bien voir le profil qui lui attirait la sympathie des dames de l'église, des traiteurs et des voisins depuis 30 ans. Elle est confuse, a-t-elle dit doucement.
Elle a subi tellement de stress. Nous essayons juste de l'aider. Le serrurier s'est déplacé, mal à l'aise. Laurent a pris le relais, utilisant ce ton grave et professionnel qui lui avait permis de fuir ses responsabilités toute sa vie. Nous avons un accord et une situation familiale compliquée, a-t-il déclaré. Elle se laisse vite déborder. Nous essayons juste de nous installer discrètement. Puis Lucas a fait un signe de tête vers le digicode et le serrurier s'est avancé avec sa perceuse. C'était aussi désinvolte et arrogant que ça. Il n'ont même pas fait semblant longtemps. Il s'attendait à ce que je panique, que je commence à crier, que je devienne la femme instable que ma mère avait déjà décrite. Au lieu de cela, j'y ai sorti mon téléphone et j'y ai commencé à filmer. Le sourire de ma mère a vacillé pour la première fois. « Que est-ce que tu fais, Chloé ?» J'y ai gardé la caméra fixe sur la perceuse, sur le logo de la camionnette, sur le visage de Lucas, sur Laurent tenant le faux document comme si cela suffisait déjà. « Je constitue un dossier, ai-je répondu, et je jure qu'il y a eu une brève et magnifique seconde où tous les trois m'ont regardé comme s'ils venaient de réaliser que je n'étais plus la fille qui resterait là à supplier qu'on la laisse entrer. Les gendarmes sont arrivés juste au moment où le serrurier posait la perceuse sur le boîtier de commande du portail. J'y avais appelé dès que l'outil était apparu, et pendant une seconde pleine d'espoir, j'y ai cru que la loi saurait faire la différence entre un litige familial et une effraction. Mais l'espoir a toujours été l'erreur la plus coûteuse que je faisais avec ces gens. Le gendarme Maxime Collin était jeune, froid et déjà agacé avant même de sortir de son véhicule. Il a regardé tour à tour moi, les SUV et le faux document dans la main de Laurent, et j'y ai pu le voir décider presque en temps réel de la quantité des efforts qu'il voulait investir dans ce qu'il prenait pour une dispute de famille aisée. Ma mère a fait le premier pas, bien sûr. Elle s'est approchée de lui avec la dose parfaite de tremblement dans la voix. « Monsieur est l'agent, Dieu merci », a-t-elle dit. « Notre fille s'est enfermée ici, et elle ne va pas bien. Nous essayons de la joindre depuis des semaines. » Laurent a tendu les papiers avec une expression lasse, destinée à sous-entendre qu'il avait fait les choses dans les règles et que c'était moi qui provoquais cette scène désagréable. Lucas se tenait en retrait près des caisses et a levé les yeux au ciel comme si je compliquais la vie de tout le monde une fois de plus. Je suis resté exactement là où j'y étais et j'y ai gardé mon téléphone en train de filmer le long de mon corps. J'y ai prononcé mon nom clairement. J'y ai dit que j'y étais la résidente légale. J'y ai dit qu'il n'avait pas l'autorisation d'entrer. J'y ai dit que la signature sur cet accord était falsifiée. Le gendarme a jeté un coup d'œil au papier, puis à moi, et a commis l'erreur que trop de gens avaient commise avant lui. Il a écouté le menteur le plus calme. Ma mère a baissé la voix et a prononcé des mots dont j'y avais entendu des variantes toute ma vie. Elle réagit comme ça quand elle se sent rejetée. Elle croit que tout est une attaque. Rejetée. Comme si la négligence était une émotion que j'y avais inventée au lieu d'un schéma destructeur qu'elle avait construit. Le gendarme s'est frotté la mâchoire et m'a lancé le genre de regard qui tombe toujours sur les femmes qui sont encombrantes mais éloquentes. Madame, s'il y a des documents signés et un litige sur leur validité, c'est une affaire civile. Civile. Comme si un faux contrat, une perceuse et une occupation planifiée n'étaient qu'un malentendu entre gens portant de beaux manteaux d'hiver. Laurent a immédiatement saisi l'ouverture. Nous n'essayons pas de la mettre dehors, a-t-il dit. Nous essayons de soutenir l'utilisation familiale de la propriété. Lucas a besoin d'un espace temporaire pour lancer son entreprise de création de contenu pour les fêtes. Et Chloé avait donné son accord avant de recommencer à s'isoler. C'était la première fois que le véritable motif apparaissait au grand jour. Une entreprise de création de contenu pour les fêtes. Bien sûr, cela expliquait les présentoirs, les boîtes, les équipements des éclairages encore à l'arrière du SUV. Lucas n'était pas venu vivre discrètement dans une cave. Il était venu pour transformer ma maison en un studio qu'il pourrait monétiser, pendant que ma mère jouerait l'hôtesse de maison parfaite, et que mon père appellerait ça à portée de l'aide. J'y ai demandé directement à Lucas, tout en continuant de filmer, est-ce que tu essaies d'organiser des événements professionnels chez moi? Il a eu un sourire en coin. Ce n'est pas chez toi de cette façon, Chloé. Cette phrase m'est restée. Pas chez toi de cette façon. Parce que sous chaque mensonge que ma famille a jamais proféré, il y avait toujours la même conviction profonde, rien de ce qui m'appartenait et n'était vraiment à moi et s'il décidait qu'il le voulait. Le gendarme a demandé à tout le monde de maintenir le calme et s'est arrêté juste avant de les forcer à partir. Il ne leur a pas donné l'autorisation express, mais il a fait quelque chose de presque pire. Il a créé une ambiguïté.
Le genre de faille dont se nourrissent les gens égoïstes. Dès qu'il a fait un pas vers son véhicule, Lucas a commencé à décharger encore plus de matériel sur le bas-côté. Il était déjà en train de passer un appel, donnant mon adresse à quelqu'un, et prononçant les mots transfert de service et usage commercial saisonnier. C'est à ce moment-là que j'y ai appelé maître Élise Vasseur. Elle a décroché à la deuxième sonnerie, et je lui ai donné les faits rapidement. Faux accord des occupations, tentative des effractions, fraude potentielle aux fournisseurs des énergies, propriété classée au bâtiment de France, présence active de la gendarmerie. Élise n'a pas perdu de temps à faire semblant que c'était une situation banale. Chloé, a-t-elle dit, ne les laisse pas t'entraîner dans une dispute de cris. Enregistre tout. Demande aux gendarmes de vérifier l'acte de propriété, et pas seulement des documents de résidence. Et si Lucas utilise la propriété pour une activité commerciale, il est sur le point de s'enterrer tout seul. J'y ai regardé ma famille, les caisses, la fausse inquiétude, la mise en scène. Et pour la première fois de la journée, j'y ai ressenti quelque chose de plus solide que la colère. J'y ai ressenti la structure de la loi. Ils étaient arrivés en croyant que j'y étais isolé. Ce qu'ils avaient réellement fait, c'était d'entrer dans un système de preuves, de règles des urbanismes et de droits de la propriété qu'aucun d'eux ne comprenait. Ma mère a vu mon expression changer et a froncé les sourcils. Je crois que c'est à ce moment-là qu'elle a réalisé que son arme habituelle, mon silence, ne fonctionnait plus. Élise n'est pas venue en personne cet après-midi-là. Mais elle a fait mieux. Elle a appelé directement la brigade de gendarmerie, puis a envoyé par email les documents de propriété certifiés de la SCI pendant que je restais là, dans le froid, à regarder ma famille jouer les innocents à côté d'une camionnette de serrurier. 10 minutes plus tard, l'atmosphère a changé. Elle n'a pas changé d'un coup, et c'est ce qui était le plus satisfaisant. Elle a changé lentement, comme la glace qui craque sous un poids trop lourd. Le gendarme est revenu vers le portail avec une nouvelle rigidité dans sa posture, et a demandé à Laurent de lui remettre l'accord. Puis il a posé une question pour laquelle mon père n'était clairement pas préparé. Si votre fille a signé ce document en tant que propriétaire, pourquoi le titre est-il détenu par la SCI du patrimoine de Val-Noire? Laurent a cligné des yeux. Lucas a cessé de bouger. Ma mère a même perdu son expression calculée pendant une seconde avant de la remettre en place. Le gendarme a continué, parlant maintenant avec cette patience forcée qu'utilisent les gens quand ils réalisent qu'on a essayé de les mêler à un mensonge. Mademoiselle Lefebvre est la gérante et l'occupante légale de la SCI. Elle n'est pas titulaire en nom propre comme le prétend ce document. Cela signifie que votre accord a un sérieux problème de validité légale avant même que nous n'abordions la question de la prétendue signature. Élise a alors rejoint la conversation sur haut-parleur, et elle écoutait les démantelés fut presque luxueux. Elle a expliqué que personne n'avait l'autorité de créer des droits des occupations privées contre la SCI de la manière dont ce document tentait de le faire. Elle a expliqué que toute utilisation commerciale prévue dans un site classé par les bâtiments de France sans autorisation déclencherait des poursuites pour infraction. Elle a expliqué que si Lucas avait déjà souscrit à des contrats d'électricité ou des internets commerciaux en utilisant mes identifiants France Connect ou mon numéro de sécurité sociale, l'affaire allait bien au-delà des malentendus de Noël. Ma mère a essayé de l'interrompre avec une remarque sur la générosité familiale et l'inquiétude, mais Élise a tranché dans le vif. L'inquiétude n'arrive pas avec une perceuse, a-t-elle asséné. Pendant un instant, personne n'a parlé. Le gendarme leur a finalement ordonné de quitter les lieux et d'arrêter de décharger leurs affaires. Lucas a été le premier à protester. Naturellement, il a crié au harcèlement, disant que j'y avais promis de l'espace, que je sabotais son lancement. Mon père a tenté le vieux numéro de l'homme respectable une dernière fois. Nous pouvons sûrement régler cela en privé. Mais il n'y avait plus rien de privé. Mon téléphone avait tout enregistré. Le gendarme avait tout noté. Élise avait tout le dossier. Ma mère s'est avancée et a sifflé mon nom d'une voix trop basse pour que le gendarme l'entende, mais assez forte pour moi. Tu nous humilies. Ce mot m'a presque fait rire. Comme si l'humiliation venait tout juste de faire son apparition dans notre famille et n'avait pas été assise à côté de moi à chaque repas de Noël depuis mon enfance. Ils ont fini par emballer, mais pas comme des gens qui acceptaient la défaite. Ils bougeaient comme des gens qui emmagasinaient de la rage pour plus tard. Lucas a balancé ses caisses à l'arrière du SUV avec assez de force pour en fissurer une. Laurent a plié le faux document d'une main tremblante et a continué à me jeter des regards comme s'il essayait de mémoriser cette nouvelle version de moi qui était devenue dangereuse. Ma mère ne m'a rien dit d'autre devant le gendarme,
ce qui m'a prouvé qu'elle préparait déjà la prochaine version de son histoire. Ils sont partis avant le coucher du soleil. Je les ai regardés jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent à travers les arbres. Puis j'y ai verrouillé le portail et j'y ai marché vers la maison avec le genre d'épuisement qui semble chimique. Je croyais avoir gagné le premier round proprement. J'y avais tort. À l'intérieur, j'y ai vérifié le flux de la caméra avant et je n'ai trouvé que de la neige sur l'écran. Puis la caméra de l'entrée latérale a également sauté. Lucas avait fait quelque chose en partant, probablement au niveau du boîtier de raccordement près du pilier en pierre de l'allée. Il n'avait pas coupé le courant. Il avait fait quelque chose de plus intentionnel. Il avait aveuglé les deux caméras qui comptaient le plus et s'il revenait à la nuit tombée. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a sonné, c'était EDF qui me demandait de confirmer une demande de modification de contrat que je n'avais jamais faite. Lucas avait déjà essayé de modifier le titulaire du compte en utilisant des informations que seule ma famille connaissait. Des fragments de sécurité sociale, des anciennes adresses, des questions secrètes. Ma peau est devenue froide d'une manière que LR hivernale n'aurait jamais pu provoquer. Cette nuit-là, je me suis assise au bureau de la bibliothèque sous la lumière de la lampe, mon ordinateur ouvert, et j'y ai monté le dossier qui allait les ruiner. J'y ai bloqué mes accès bancaires. J'y ai documenté la tentative de fraude auprès des EDF. J'y ai envoyé chaque capture des écrans à Élise. J'y ai déposé une pré-plainte en ligne pour usurpation des identités. J'y ai rédigé la chronologie à la main, car parfois, la colère est plus facile à canaliser quand on peut la voir couverte d'encre. Et peu après minuit, alors que le feu se consumait doucement et que la vieille maison se reposait autour de moi, j'y ai réalisé quelque chose de simple et de hideux. Il n'était pas venu parce qu'il m'aimait. Ils étaient venus parce que j'y avais enfin construit quelque chose d'assez éloigné de leur contrôle pour que leur seule façon de l'accepter soit de me le prendre. Ce genre de désespoir ne s'en va jamais tranquillement. Il tourne en rond et revient. Au matin, ma mère avait fait exactement ce que je savais qu'elle ferait. Elle a rendu l'affaire publique. Une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'a envoyé une capture des écrans avant le petit déjeuner. Ma mère avait publié sur Facebook qu'elle et mon père avaient conduit jusqu'en Auvergne pour s'assurer que leur fille isolée allait bien, seulement pour me trouver confuse, agressive et cachée seule dans une demeure historique et sombre après des semaines de comportements inquiétants. Les commentaires étaient pleins de pitié pour elle et de dégoût pour moi. Je prie pour votre famille. Elle a toujours eu l'air perturbée. Certains enfants ne comprennent pas les sacrifices. J'y ai lu chaque ligne sans répondre. Puis j'y ai fait des captures des écrans de tout cela et je les ai enregistrés dans un dossier nommé diffamation. C'était la différence entre l'ancienne moi et la femme assise dans le manoir de Val-Noir. Maintenant, je ne me disputais plus avec les mensonges sur le moment. Je les archivais. Vers 10 heures, Lucas a tenté une nouvelle approche. Cette fois, ce n'était pas seulement l'électricité. Il avait soumis une demande d'autorisation pour un événement saisonnier à la mairie en utilisant mon adresse et une version légèrement écorchée de mon nom, espérant probablement établir une trace écrite faisant croire que les opérations avaient déjà commencé. C'est à ce moment-là que toute l'architecture de leur plan s'est enfin imbriquée dans mon esprit. Lucas était en train de se noyer financièrement et avait besoin d'un lieu de prestige rapidement pour les fêtes. Ma mère voulait l'image sociale d'un Noël familial parfaitement orchestré avec elle comme figure de chaleur et de tradition. Mon père voulait que le tout soit présenté comme un arrangement familial coopératif pour que personne ne demande d'où venait l'argent ou pourquoi la maison était utilisée. Ils n'essayaient pas de trouver un abri. Ils essayaient de s'emparer de l'espace narratif et de la légitimité en un seul coup. Élise a appelé juste avant midi et a confirmé ce que j'y avais déjà deviné. Il revenait et tentait à nouveau de forcer l'entrée, en particulier avec du matériel commercial ou de faux documents des autorités, nous pourrions bétonner le tout dans un dossier pénal et civil bien plus solide. Juliette Moreau, du journal local La Montagne, a également répondu à mon email. Elle n'était pas dans le drame, juste prudente. Elle m'a dit que les captures des écrans, le faux accord, la tentative de fraude au service public et les enjeux liés au patrimoine faisaient de cette histoire bien plus que de simples ragots familiaux, à condition que je puisse prouver l'intention et la récidive. Je lui ai dit que je pensais pouvoir le faire. Puis j'y ai pris la décision qui a changé la fin de l'histoire. J'y ai arrêté de penser comme une fille essayant de défendre sa paix et j'y ai commencé à penser comme un enquêteur qui fixe les règles du jeu. Par l'intermédiaire des Henri Dupont, de l'Association du patrimoine local, j'y ai organisé une petite réception de réveillon de Noël dans le cadre des directives très strictes des bâtiments de France,
qui était assez ennuyeuse sur le papier pour paraître inoffensive, mais assez puissante en pratique pour placer des témoins respectés à l'intérieur de ma maison. Pas de musique annoncée en ligne, pas de publicité publique, juste une poignée des habitants invités, une journaliste, mon avocate en attente au bout du fil, et un serrurier à la retraite nommé Claude Dubois, qui en savait assez sur les effractions pour dire exactement quel type de forcement quelqu'un avait tenté. Le but n'était pas de faire la fête. Le but était d'avoir des témoins et une crédibilité que ma famille ne pourrait jamais contester. En fin d'après-midi, la veille de Noël, la maison semblait plongée dans le noir depuis la route, et c'était fait exprès. Les rideaux étaient tirés, les lumières extérieures éteintes. Aucun signe de vie, sauf si on observait déjà de beaucoup trop près. À l'intérieur, c'était différent. Les lampes brillaient doucement dans la bibliothèque et la salle à manger. Henri et 2 membres de la commission du patrimoine étaient assis avec du vin chaud, discutant de la restauration du plâtre avec des voix si calmes que c'est en était surréaliste. Juliette était assise discrètement près du hall des entrées, où elle pouvait tout voir et entendre sans devenir le centre de l'attention. Claude se tenait près de la fenêtre du couloir arrière avec la posture d'un homme déjà en colère contre le crétin qui penserait que les vieilles demeures étaient faciles à forcer. L'agent de sécurité privé Romain Perrin, engagé via le réseau des hélices avec l'accord tacite de la gendarmerie locale, attendait plus profondément dans la maison, tandis qu'une patrouille se tenait assez près pour intervenir au moment même où l'entrée deviendrait illégale sans le moindre doute. Je me tenais dans le vestibule, vêtu d'une robe noire que j'y avais choisie pour une seule raison. Je voulais avoir l'air de quelqu'un qui était à sa place dans sa propre maison. Quand 19h ont sonné puis sont passées, je me suis presque demandé s'ils avaient finalement trouvé la voie de la prudence. Puis, à 19h14, le détecteur de l'allée extérieure a fait biper mon téléphone. Phares éteints, mouvement lent, un camion de location derrière le 2e SUV. Ce N était plus subtil, ça ne faisait même plus semblant. Ma mère m'avait oublié à chaque Noël jusqu'à ce que j'y achète un manoir. Maintenant, elle était de retour le soir de Noël avec un utilitaire, des outils et assez d'audace pour croire que la maison sombre devant elle était vide. Elle était sur le point d'apprendre la différence entre vide et en train d'attendre. Depuis la fenêtre de devant, je les ai regardés et s'engager dans elle laissant leur phare, ce qui m'a tout dit sur le fait qu'il savait très bien qu'il n'était pas innocent. Lucas a sauté le premier cette fois-ci, un pied de biche dans une main et l'énergie sauvage d'un animal coincé qui est à court de mensonges en douceur. Laurent l'a suivi, portant un dossier assez épais pour constituer une nouvelle mise en scène. Ma mère est sortie en dernier dans un manteau sombre, les cheveux coiffés et le maquillage parfait, car même maintenant, même au bord de commettre un délit, elle voulait avoir l'air élégante en le faisant. Il y avait aussi un 2e serrurier, plus jeune que le premier et nerveux de cette manière exacte dont les gens coupables le sont toujours quand ils réalisent trop tard que l'urgence familiale de quelqu'un d'autre pourrait bien être une infraction pénale. Personne dans la maison ne s'est dirigé vers la porte. C'était là toute la beauté de la chose. Nous les avons laissés prouver leurs intentions sans les interrompre. À travers le vieux bois et la pierre, nous entendions tout. Lucas disant, casse juste la vitre latérale si la serrure résiste. Laurent disant au serrurier qu'ils avaient une procuration et le droit d'intervenir. Ma mère élevant la voix juste assez pour avoir l'air d'avoir le cœur brisé si quelqu'un l'entendait par hasard. Chloé, ma chérie, ouvre la porte. Nous sommes là parce que nous t'aimons. Il n'y avait aucun amour dans le coup de pied de biche qui a frappé ma serrure d'entrée quelques secondes plus tard. Le premier coup a résonné si violemment dans le hall que même les membres de la commission du patrimoine dans la salle à manger se sont figés. Le 2e coup a suffisamment brisé le cadre pour que l'air froid s'engouffre dans la maison. Ensuite, le jeune serrurier a percé pendant que Lucas faisait levier et que Laurent aboyait des instructions. Et finalement, la vieille porte a cédé dans un craquement violent qui ressemblait moins à du bois qui se brise que à l'histoire qui perd patience. Lucas a trébuché à l'intérieur en premier, haletant, le pied de biche toujours serré dans son poing. Et pendant une seconde entière, il a affiché un visage triomphant. Puis les lumières se sont allumées. Pas toutes les lampes de la maison. Juste assez. Assez pour les attraper en flagrant délit dans le hall avec une serrure ruinée, un cadre brisé et des outils à la main. Assez pour qu'ils me voient debout au pied de l'escalier. Assez pour qu'ils remarquent Juliette Moreau levant son téléphone pour filmer. Assez pour qu'ils remarquent Henri Dupont et les membres du comité du patrimoine fixant l'entrée depuis la salle à manger comme s'ils venaient de voir quelqu'un défoncer l'hôtel d'une église à coups de pied. Assez pour qu'il remarque Claude Dubois et s'avancer et dire avec un dégoût total, ça, c'est une effraction caractérisée. Assez pour qu'il remarque l'agent Romain Perrin émerger du couloir,
avec les gendarmes arrivant juste derrière lui. Les faisceaux des lampes torchées ont frappé leur visage avec force et rapidité. Les mains en évidence, tout de suite. Lucas a figé le premier. Mon père, non. Il a tenté une dernière pirouette, agitant le dossier et parlant beaucoup trop vite. Nous avons l'autorité légale. Elle est instable. Elle s'isole. Nous sommes sa famille. Le gendarme ne l'a même pas regardé. La famille n'a pas le droit de forcer une résidence protégée avec des outils de cambriolage, a-t-il répondu. Lucas a baissé lentement le pied de biche comme s'il venait soudainement de se rappeler que le métal avait un poids. Ma mère m'a fixé avec un niveau de haine si pur qu'il en paraissait presque limpide. Tu nous as tendu un piège, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je répondu. J'y ai documenté vos actes. Élise est alors intervenue, aussi calme que l'hiver, et a pris le dossier des mains de Laurent. Fausse autorité des urgences. Invalide à vue des œils, a-t-elle déclaré après un rapide coup d'œil. Mauvaise procédure des exécutions, absence de témoins légaux, mauvaise structure de propriété. Vous venez réellement tous de commettre un délit grave avec des documents que vous avez téléchargés sur Internet. Juliette a presque souri à cette remarque, mais elle n'a pas arrêté de filmer. Ma mère a essayé un angle différent. Elle a commencé à pleurer bruyamment et magnifiquement, de la même manière qu'elle avait toujours fait lorsqu'elle avait besoin que des étrangers voient de la douleur plutôt qu'une stratégie. Mais cette fois, le public avait le contexte. Juliette avait la publication Facebook. Élise avait le faux accord. J'y avais les preuves de la fraude au compteur EDF. Claude avait la chronologie antérieure des manipulations. Henri avait déjà vu les caisses commerciales lors de la première visite et savait exactement quel genre de violation du patrimoine Lucas avait l'intention de commettre. Mon père a essayé de reprendre le contrôle et a encore échoué. Ça va trop loin, a-t-il dit. Chloé, dis-leur que nous sommes juste venus pour parler. Je les regarder dans les yeux et j'y ai repensé à toutes ces tables de Noël où je m'étais sentie plus petite que l'espace vide à côté de moi. Puis j'y ai dit la chose la plus vraie que je connaissais. Les gens qui viennent pour parler et n'apportent pas de pied de biche. Les gendarmes ont d'abord procédé à l'interpellation de Lucas, qui a paniqué exactement au moment où il fallait garder son calme. Il a tourné les talons comme pourrait s'enfuir par la porte ouverte, et les agents l'ont attrapé avant qu'il ne fasse 2 pas. Le pied de biche a frappé le sol en marbre avec un son si définitif que ma mère en a eu le souffle coupé. Les menottes se sont refermées avec un clic métallique autour des poignets de Lucas. Mon père a protesté, puis a protesté encore plus fort lorsque les gendarmes lui ont ordonné de se retourner lui aussi. Association de malfaiteurs, violation de domicile, effraction, faux et usage de faux, tentative et occupation frauduleuse, a énuméré le gendarme avec cette voix plate des forces de l'ordre qui dépouille une personne de toutes les belles histoires qu'elle se racontesse. Elle-même. Laurent avait les rabasourdis, comme si les conséquences de ses actes étaient quelque chose qui n'arrivait qu'aux autres hommes. Ma mère se tenait seule au centre du vestibule dévasté, pas encore menottée, fixant la porte brisée, les témoins et moi. Elle a tenté une dernière attaque cruelle, car la cruauté était le seul langage qu'elle avait jamais vraiment maîtrisé. Après tout ce que j'y ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies. J'y ai fait un pas de plus. La maison était chaleureuse derrière moi. La neige s'engouffrait par les bords de la porte brisée. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas entendu ces paroles comme étant la vérité, mon devoir ou ma culpabilité. Je les ai entendues comme la preuve d'une personne qui ne pouvait se souvenir de mon existence que lorsqu'elle voulait avoir accès à quelque chose qui m'appartenait. Tout ce que tu as jamais fait pour moi était accompagné d'une facture, ai-je dit. L'amour ne s'introduit pas par effraction. L'amour ne falsifie pas des signatures. L'amour n'attend pas Noël pour voir si une maison peut être transformée en profit. Puis le gendarme lui a demandé de se retourner, et elle l'a fait. Lentement, avec incrédulité, comme si l'univers avait une manière ou une autre omis de reconnaître qui elle pensait être. Lorsque les menottes se sont refermées sur ses poignets, le bruit a été plus discret que je ne l'imaginais. Pas dramatique, pas cinématographique, juste précis. C'est ce qui le rendait satisfaisant. Pas une vengeance comme un chaos, mais une vengeance d'une précision absolue. Un par un, ils ont été escortés au-delà des piliers de pierre, par-dessus le seuil brisé qu'ils avaient créé, devant les témoins qu'ils n'avaient pas pu charmer, et vers les véhicules de gendarmerie qui les attendaient au bout de l'allée. Lucas a pleuré le premier. Ma mère a continué de demander une conversation privée.
Mon père n'a presque rien dit une fois qu'il a compris que plus personne ne se souciait de savoir à quel point il avait l'air raisonnable. Juliette est restée assez longtemps pour confirmer les chronologies et les déclarations. Et au matin, l'article dans la presse locale ne parlait plus d'une famille inquiète et d'une fille perturbée. Il parlait d'une tentative de prise de contrôle d'une demeure historique pendant les fêtes, de faux documents familiaux, et d'une mise en scène publique qui s'était effondrée face aux preuves. Les partenariats commerciaux en attente de Lucas se sont évaporés en moins d'une semaine. Les fournisseurs se sont retirés. Les comptes en ligne liés à sa fausse entreprise événementielle ont été signalés et suspendus. Mon père a passé le début de la nouvelle année à payer des avocats au lieu de dominer l'attention dans les salons mondains. Et ma mère, qui avait construit une si grande partie de son identité sur le fait d'être perçue comme chaleureuse, élégante et incontestable, a dû vivre dans une ville qui savait désormais exactement ce que valaient ses larmes. Plus tard dans la nuit, une fois les dépositions terminées, les véhicules de gendarmerie partis, et la planche de bois provisoire fixée sur la porte brisée, je me suis tenu seul près du sapin de Noël dans le grand salon, un verre de vin à la main, et le silence que j'y avais toujours désiré me revenant enfin. La leçon qui m'est restée n'était pas seulement que les limites sont importantes. C'est que certaines personnes appelleront vos limites de la cruauté parce que votre obéissance leur profitait autrefois. Je pense que beaucoup d'entre nous sont élevés dans l'idée que la famille est synonyme des accès libres, de pardon absolu et des explications sans fin. Mais la famille sans le respect devient un droit acquis, et ce sentiment de droit acquis se voit pousser des dents au moment où vous construisez quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. Si cette histoire signifie quelque chose au-delà de ce qui s'est passé dans cette maison, j'espère qu'elle rappellera à quiconque elle écoute que la paix n'est pas égoïste. Avoir des preuves n'est pas être froide. Et se protéger des gens qui continuent de vous blesser n'est pas une trahison envers l'amour. Parfois, la chose la plus saine que vous puissiez faire pour votre vie et pour votre avenir est de vous choisir vous-même avant que les dégâts ne deviennent une tradition. Et pour la première fois de toutes mes années, Noël n'a pas ressemblé à la saison où l'on m'oubliait.